Entreprise espagnole. Voilà pour le journal et on a le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle page qui s'ouvre plus économique Maëlle Bernier, vous êtes porte-parole de meilleurtaux.com. Alors tous ceux qui se sont un jour lancés dans l'achat immobilier connaissent forcément votre site. Pourquoi on vous a invité? Évidemment parce qu'on va parler d'immobilier. On s'est tous imaginé qu'après le confinement, à de rares endroits qui ont été très prisés, il baisserait pas mal et on se rend compte, d'ailleurs on va voir quelques coupures de presse de ces derniers jours avec les chiffres qui apparaissent, on se rend compte que l'immobilier est plutôt solide finalement. Et d'ailleurs le prix du mètre carré n'a pas vraiment baissé, on peut le voir sur un autre article, on voit que d'ailleurs à Paris il est toujours autour de 10 000 euros sur l'ensemble de la capitale. Voilà, alors évidemment les Cassandres augure d'une suite un petit peu plus difficile, mais qu'est-ce qui explique que pour l'instant, il n'y ait pas vraiment de crise ? Alors, il y a un effet rebond. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement 2 mois et demi d'arrêt avec le confinement. Même quand je dis d'arrêt, c'est d'arrêt. Nous, sur notre site, on a vu vraiment l'arrêt des demandes, des dépôts de dossiers. Et on a vu dès que, en fait, au moment de Pâques, on a annoncé le déconfinement, on a vu les gens qui se remettaient sur nos sites, qui se reconnectaient, qui essayaient à nouveau de faire des simulations. Et à partir du 11 mai, c'est reparti, mais pas encore en 40, mais même plus vigoureusement qu'avant. Alors, il y a eu évidemment des gens qui avaient reporté leur projet, ça c'est évident. Et il y a eu aussi beaucoup l'immobilier, c'est la valeur refuge. Alors, là, j'enfonce une porte un peu ouverte, mais ça s'est encore plus vu. C'est-à-dire qu'on a vu arriver dans nos dossiers des gens très jeunes. Et alors, le chez-soi est devenu quelque chose d'absolument formidable. On sait aujourd'hui qu'on peut rester chez nous enfermé pendant des durées hyper longues. Donc, les gens se sont reportés et ont eu envie, et on a des gens très jeunes qui ont envie d'acheter. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi le désir d'aller à la campagne, au vert? Alors ça a changé quoi, oui, sur les... Pour ceux qui habitaient dans les grandes villes. Alors, il y a effectivement, on a beaucoup parlé de ça. Je pense que ça concerne quelques personnes. Alors, il y a une volonté. Maintenant, pour pouvoir partir à la campagne ou hors des grandes villes, il faut avoir un job qui le permet. Il faut avoir un employeur qui le permet. Il faut avoir, voilà, il faut être. Alors ça, évidemment, pour des cadres sup, ça peut répondre à un vrai rêve. C'est encore un peu tôt. On sait qu'on a eu des frémissements sur la Normandie. Je pense que toutes les villes un peu TGV qui sont des villes autour de Paris, Lille, Reims, Le Mans, Rennes, toutes ces villes qui sont assez proches en fait de Paris, vont être un peu boostées par cet effet-là. Mais maintenant, il faut être financé. En tout cas, le 11 mai au matin, tout le monde jurait la main sur le cœur. Je vais changer de vie, je vais partir, retour à la nature, retour à la campagne. Retour à la réalité aussi, surtout. Voilà, donc la réalité a rattrapé. En revanche, est-ce que l'attrait pour les terrasses, les jardins, même en milieu urbain, est-ce que ça persiste? Parce que c'est évidemment ce qui a manqué à beaucoup de confinés. Tout à fait. La terrasse, oui. Les maisons avec jardin. Alors, il faut savoir que dans beaucoup de villes de France, des villes moyennes, la maison avec jardin est quasiment le bien de grande consommation courante. Il y a finalement ça, c'est clair. C'est plus en ville, oui. Donc, c'est plus en ville. C'est vrai que après, il faut pouvoir, encore une fois, parce que les biens avec terrasse, on parlait de Paris tout à l'heure. Vous disiez 10 000, on sait très bien, 10 000, c'est la moyenne. C'est la moyenne sur Paris. Il y a inclus, évidemment, des arrondissements qui sont absolument très durs à vivre et des arrondissements très agréables à vivre où on est plutôt à 13, 14. Et aujourd'hui, ce qui se passe sur Paris, c'est que les biens qui, avant le confinement, étaient totalement surévalués ou vraiment, c'était vraiment limite insalubre et qui se vendaient quand même à 13, 14 000, ceux-là, ils ne se vendent pas au même prix. Mais en revanche, les biens de grande consommation courante, les petites surfaces, les 2, 3 pièces, les studios, eux, restent très, très recherchés. Alors, on est allé poser la question à certains de vos collègues qui sont sur le terrain et d'ailleurs qui nous disent que c'est pas forcément la demande qui pêche, c'est parfois l'offre. On était assez inquiets parce qu'on avait peur qu'il n'y ait plus de clients en fait. Nous, l'inquiétude, c'est plutôt sur le nombre de vendeurs. On a l'impression de ne pas avoir assez de biens à vendre. Alors, pas assez de biens à vendre. Est-ce que les gens... Oui. Alors, bon, là évidemment, c'était à Paris. Comment ça se passe? Si vous nous faites, et vous pouvez le faire, si vous nous faites un panorama de la France, où est-ce que tout va bien? Où est-ce que c'est plus difficile? Quelles sont les différences? Alors, il y avait déjà un multimarché avant le confinement, il y a toujours un multimarché. Il y a les très grandes villes, il y a Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, qui sont des villes extrêmement dynamiques. Après, vous avez des villes moyennes, dont certaines
tirent un peu plus leur épingle du jeu, mais pas toutes. Et puis, vous avez ensuite la ruralité, où effectivement, à part évidemment, dont parlait la Normandie, ou des coins un peu prisés, parce qu'ils sont près, dans des zones très sympas, ou près encore une fois, de TGV. Le TGV est vraiment la clé du marqueur. Le marqueur. Vous avez des zones où ça souffre. Vous avez des endroits où vous avez 20 biens à vendre et 0 acheteur. Et puis, vous avez, à contrario, des villes où vous avez un bien et 40 acheteurs. Et il y en avait 70 avant le confinement. On pourra peut-être revenir sur les conditions de financement parce que c'est vraiment la clé du sujet. Mais aujourd'hui, même si le nombre d'acheteurs a potentiellement baissé un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de financement, il n'en reste pas moins que la demande reste forte dans les très grandes villes et dans les villes moyennes aussi. Alors, vous disiez que c'est une valeur refuge, l'immobilier, vous avez raison. On a observé autre chose ces derniers temps, c'est l'épargne. L'épargne des Français qui est beaucoup plus forte. 75 milliards d'euros épargnés entre la mi-mars et le 5 juillet, c'est très important. Et si on prend juste le livret A, qui est quand même un indicateur formidable, le livret A, on va découvrir le chiffre, c'est 22,9 milliards au deuxième trimestre 2020 contre une moyenne généralement de 6 milliards. C'est-à-dire que c'est 3 fois plus. Et même 3 fois et demi plus. C'est très impressionnant. C'est pas de l'argent qui vous échappe d'une certaine façon. Je rappelle que le livret A, c'est 0,5%. Oui, Autant dire, c'est rien. Mais en fait, il s'est vraiment passé. Il y a eu vraiment 2 mois où les gens n'ont quasiment pas consommé, à part la nourriture et peut-être un peu de vin pour se remonter le moral de temps en temps. Mais sinon, voilà. Donc c'est normal qu'il y ait une épargne. Le problème, c'est que nous, on voit bien dans les dossiers. Vous avez effectivement, il faut un peu tordre le cou à l'idée, les Français ont plein d'épargne, ils sont assis sur un lit d'épargne, ils ne consomment pas, ils font appel au crédit. Vous avez 2 typologies de gens. Vous avez les gens qui ont 40, 45, 50, 55 ans, qui travaillent depuis quelques années et qui, eux, ont pu mettre de côté assez tranquillement et assez facilement depuis quelques années. Et vous avez tous les gens qui ont moins de 35 ans, moins de 30 ans, qui n'ont pas un pet d'épargne et qui, aujourd'hui, arrivent sur le marché de l'accession au crédit immobilier, auquel on dit, eh ben, il faut de l'apport. Sauf qu'ils n'en ont pas. Et en fait, c'est pour ça que ça va bloquer à un moment donné. C'est sur cette catégorie-là. Tous les gens sauf ceux qui ont des accidents de la vie, il y en a malheureusement, mais globalement, la génération qui a 45 ans, qui est en couple, elle est assez à l'aise, elle a de quoi acheter, elle revend peut-être un bien qu'elle a déjà acheté auparavant. Mais le problème va être sur l'accession à la propriété qui, aujourd'hui, connaît un vrai frein. Plusieurs raisons. Or, on l'a vu, et les derniers chiffres, vous les avez observés comme nous, on est rentré dans une récession historique, moins 13,8%. On sait que les jeunes vont être beaucoup touchés. On sait, on va en parler, que les banques affichent des pertes qui sont parfois spectaculaires, comme la Société Générale. Pas toutes, mais on a vu la Société Générale qui affiche des pertes très importantes. Est-ce que, vous en parliez, l'accès à la propriété va être aussi simple, même si l'argent ne coûte rien? Est-ce que les banques vont continuer à prêter? Alors aujourd'hui, clairement, c'est non. On a connu une période bénite l'année dernière, 2019, où c'était carrément open bar, où les gens empruntaient avec très peu d'apport, ou en tout cas même les banques disaient vous avez un peu d'épargne, gardez ça de côté, on va vous prêter. Ça c'est clairement fini, mais c'est fini depuis bien avant le Covid. C'est fini depuis décembre 2019, le jour où la Banque de France a dit messieurs les banquiers, maintenant il faut arrêter de prêter comme ça de manière très ouverte, il faut respecter des critères très stricts, 33% d'endettement, un minimum d'apport et puis bien regarder à qui vous prêtez. Et en fait, la clé du problème, elle est dans le 33% d'endettement. Le 33% d'endettement, si je peux faire une petite parenthèse, ça veut dire quoi? Vous gagnez 3 000, vous pouvez emprunter 1 000, rembourser 1 000. Mais vous gagnez 6 000, vous pouvez rembourser que 2 000. Or, avant, les banques regardaient ce qu'on appelle le reste à vivre. C'est-à-dire le couple qui gagne 6 000, on disait, bon, ok, il rembourse 2 000, il en reste quand même 4 000, les autres, il en reste que 2 000, ceux-là, on peut y aller un peu plus fort. Aujourd'hui, c'est complètement terminé. C'est-à-dire, il faut... C'est 33%. C'est 33%, point. Même si vous gagnez 6 000, 10 000 euros. On a aujourd'hui des dossiers... Quel était l'intérêt d'imposer des règles aussi strictes? Vous leur le demander. Moi, j'ai pas la réponse. Je ne la comprends pas parce que, encore une fois, l'idée, c'était de dire il faut que les banques se protègent du risque et tout ça. Mais les banques françaises, elles ont toujours prêté de manière extrêmement prudente. Chez nous, on a ceinture, bretelle. Quand vous faites un crédit immobilier, vous avez une caution sur le bien, vous avez une assurance emprunteur, c'est un truc qui n'existe nulle part ailleurs, qui vous couvre et qui couvre la banque si jamais il vous arrive un gros pépin de santé ou vous décédez. Donc on a un système extrêmement safe et en plus on est sur du taux fixe. Ce qui n'est pas du tout le cas de tous nos petits copains autour, qui sont, même en Allemagne, qu'on cite beaucoup d'exemples, en taux semi-fixe, donc qui vont passer en variable. Donc là, il y a une prise de risque, y compris pour l'emprunteur. Aujourd'hui, un emprunteur
qui empruntent donc sur un tiers de ses revenus, puisque c'est à peu près la règle, il y a très peu de défauts. Alors, vous me disiez, effectivement, on rentre dans une crise qui va être assez violente, donc il va y avoir peut-être un peu plus de défauts, mais les critères français sont quand même étaient déjà très stricts. Simplement, les banques regardaient le reste à vivre. Et nous, on pense, beaucoup de professionnels pensent qu'il faut retourner à cette notion de reste à vivre pour libérer un peu le marché et pour qu'on n'ait pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des jeunes qui sont quelquefois avec un revenu de couple à 3 000, 3 500 euros, qui ont 5% d'épargne parce qu'ils ont remboursé des prêts étudiants et que du coup ils n'ont rien pu mettre de côté, et à qui on dit non, parce que vous n'avez pas d'apport. Est-ce que vous craignez quoi du coup à la fin? C'est qu'il y ait une vraie baisse du marché immobilier? On est surtout en train de refuser à une génération de devenir propriétaire et c'est très facile de dire, quand tous ceux qui ont 45-50 ans, de dire oui mais c'est normal, il faut avancer un peu dans la vie, sauf que toute la génération, n'oublions pas, les gens qui ont 65-70 ans aujourd'hui, ils sont tous devenus propriétaires à 20-25 ans. Déjà, l'âge de la propriété a beaucoup reculé. Donc, et puis, est-ce que c'est... encore une fois, on prête de manière prudente, mais on ne peut pas refuser à une génération, si les critères de solvabilité sont respectés, d'accéder à la propriété, tout ça parce qu'ils n'ont pas d'épargne. Pardonnez-moi, je suis très surpris de vous entendre dire que ceux qui ont 60 ans aujourd'hui ont été propriétaires à 20-25 ans. J'ai dit 65-70 ans, un peu plus tôt, quoi, beaucoup plus tôt. 20-25 ans, ça me paraît extrêmement. En fait, c'est l'âge a évolué beaucoup. Il y a 10 ans, par exemple, même 15 ans maintenant, la primo-accession, l'âge moyen, on était autour de... Les acheteurs avaient en moyenne 32 ans. Aujourd'hui, on a 38. Donc on a gagné, et tous les ans on a pris. Et quand recul, vous voulez dire recul, pardon, ouais. Et du coup, en fait, déjà l'emprunteur vieillit parce que effectivement les prix de l'immobilier sont plus élevés et puis il y a aussi le chômage, alors que les gens qui ont 65 ans en général avaient des jobs assez facilement quand ils rentraient sur le marché de l'emploi. C'est intéressant, Roland, parce que sociologiquement, on voit bien que ça va peut-être d'ailleurs creuser encore plus l'écart entre certaines générations. On a largement dit que les générations d'aujourd'hui allaient sans doute être moins opulentes que leurs parents, et c'est la première fois depuis de nombreuses décennies. Oui, je crois que c'est vrai. Je crois que moi j'ai l'impression que l'un des secteurs dans lesquels le quinquennat macronien a jusqu'à maintenant plutôt échoué, c'est le secteur de l'immobilier. Pour toutes sortes de raisons, à la fois pour la construction et pour l'économie de l'immobilier. On a un nouveau ministre du Logement, je pense qu'il y a là une urgence, et que ce que vous rappeliez l'un et l'autre sur le choc que ça va être pour les jeunes, que la crise sociale de l'après-Covid doit inciter à prendre des mesures. Alors ça peut être des mesures de celles que vous suggérez, j'en sais rien. Je sais qu'il y avait aussi des raisons de ne pas courir trop de risques, non seulement pour les banques, mais pour les emprunteurs eux-mêmes. Je veux dire, ce qu'on avait vu sur la crise des subprimes faisait aussi réfléchir les gouvernants en se disant on ne va pas construire des bulles et la bulle immobilière, si on l'a fait nous aussi, elle va aussi éclater. Je suis d'accord, mais en fait, les subprimes, c'était pas tout à fait comme nous, parce que les subprimes, encore une fois, c'était un pur aux États-Unis. Absolument, c'était un système de prêt tout à fait toxique. Toxique dès le départ. Mais qui a fait qu'il y a eu des défauts, du coup. Et c'est ces défauts qui ont entraîné les expulsions et la crise américaine. Donc, moi, je comprends qu'il y a eu des réticences. En même temps, voilà, l'immobilier va pas, la construction va pas non plus dans ce pays, et on a un problème de la jeunesse qui s'ajoute à tout ça. Donc je crois que là, il faut en effet que la Banque de France, mais ça veut dire qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Je crois qu'il faut remettre sur la table l'ensemble de la politique qui est menée depuis quelques années, que la construction et l'immobilier redeviennent une des priorités de l'action gouvernementale. Non, mais ce que vous dites, madame, sur l'immobilier, c'est qu'en fait, ça illustre la crise dans laquelle la jeunesse va être pendant longtemps. C'est une génération. Bien sûr. Alors, c'est assez... Quand on le met, alors ça n'a rien à voir et tout à voir, mais quand on stigmatise les jeunes en disant ils vont être responsables de la propagation du virus, en fait, c'est les premiers, ceux qui vont... ils vont impacter à tous les niveaux. Ils vont importer au niveau du travail, parce qu'il n'y en aura pas, de rentrer dans la vie. Et en plus, tel que vous le dites, là, l'accès à l'immobilier va être apparemment très compliqué. Et donc là, effectivement, il y a une nécessité à ce que le gouvernement agisse, et notamment auprès des banques, parce que si je vous entends bien, moi je suis tout sauf un spécialiste de l'immobilier, mais ce que vous craignez, c'est que les banques soient extrêmement réticentes à prêter aux premiers arrivants.
Alors, S'il n'y a pas d'apport S'il y a pas personnel. d'apport on a déjà ça. Donc- Alors, on a déjà ça avec des facteurs de vigilance qui sont pour moi justifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des secteurs qui souffrent énormément. Je vais dire, par exemple, un couple où il y en aurait un qui travaillerait dans l'événementiel et qui serait donc en chômage partiel, qui durerait depuis quelques mois maintenant, et un autre dans la restauration. On peut se dire, c'est peut-être prudent de ne pas les endetter sur 20 ans avec un... Bon. Mais on a quand même aujourd'hui des rejets sur des dossiers qu'on finançait il y a un an, Qui hier a été accepté. qui hier étaient acceptés, avec des gens qui avaient très très peu d'épargne, encore une fois, très peu d'apport, et auxquels on disait, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'un bien immobilier moyen en région, si on sort des très grandes villes, vous achetez un 2 pièces ou un 3 pièces dans des villes moyennes entre 150 et 180 000 euros. Et ça, vous gagnez 2 500 euros, vous vous remboursez très bien. Donc on n'est pas non plus sur des... Voilà, on prend toujours à Paris où on est à 500 000 sur le moindre bien, mais c'est pas du tout le cas. Et donc c'est une manière d'accéder. De même les petits investisseurs. On avait des jeunes, par exemple, habitant dans des grandes villes, pour certains pas forcément envie d'y rester, qui achetaient un petit investissement locatif, un petit studio, en général dans la ville où ils sont nés, enfin la ville d'origine, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, et qui... C'était un premier pas, et c'était pas des gros crédits. Et aujourd'hui, ça, c'est plus compliqué. Et donc, je repose ma question, pardon d'insister, mais baisse de la construction, on voit qu'il va y avoir des problèmes d'accession pour un certain nombre de catégories. Est-ce que mécaniquement, je suis pas économiste, mais ça ne va pas faire baisser les prix à un moment ou à un autre? On sait que la tendance a été haussière d'une façon très régulière ces dernières années. Est-ce que là, il n'y a pas une mécanique? En fait, la mécanique, elle est déjà enclenchée sur, encore une fois, les biens dans des endroits où les biens ne se vendaient déjà pas avant. Mais il y avait une telle pression sur l'offre qu'elle n'est pas encore retombée. On a fait une année record l'année dernière, il y a eu 1 100 000 transactions dans l'ancien. La plupart des gens qui travaillent un peu aujourd'hui, qui font des prévisions, disent on va perdre 25%. Bon, 25%, c'est 850 000 transactions. Ça reste encore beaucoup. En 2009, dans cette fameuse crise des subprimes dont on parlait, c'était moins de 600 000 transactions dans l'ancien. Là, on était vraiment en 850 000, ça reste un volume très élevé. C'est pas ça qui suffira à faire baisser les prix. Non. Et encore une fois, ce que je vous disais, ça dépend des biens. Aujourd'hui, on sait que les biens, les grands biens familiaux, par exemple dans les grandes villes, ils ont plus de mal à se vendre parce que c'est des budgets très élevés, mais que les studios 2, 3 pièces, ceux qui sont à la limite des investissements, des gens qui peuvent acheter peut-être pour leurs enfants un peu plus tard, parce qu'il y a quand même cette catégorie-là, accèdent encore et sont encore très demandeurs. Ça veut quand même dire que dans les très grandes villes, la demande va rester trop forte pour que les prix baissent. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de monde sur ces grandes villes-là. Et ça va rester longtemps. C'est ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas perdre 20% dans certains endroits très loin. Ah oui, ça, c'est évident. Et du coup, on fera des moyennes en disant les prix ont baissé de 2%. Mais la réalité, c'est que ça n'aura pas baissé partout. Alors, je vais poser la question autrement. Mais vous avez parfaitement répondu. Je vais poser du coup une autre question. Paris, qui est un cas particulier, on le sait, où vraiment les prix ont monté d'une façon régulière et de façon très importante. Est-ce que ça peut continuer à augmenter ? Alors, Paris, il y a des biens qui sont, encore une fois, qui sont un peu redescendus. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des vendeurs. On a vu beaucoup de biens arriver en sortie de confinement. Oui. Il y avait beaucoup de gens qui se sont dit, on va vendre des petites surfaces. Moi, je vous parle, j'ai visité des choses où je me suis dit, c'est pas juste pas possible de vendre des trucs à des prix pareils. Enfin, voilà. Mais ça peut continuer. Il y a des quartiers qui sont très recherchés. Il y a des phénomènes de mode. Il y a toujours dans Paris, les écoles, la sectorisation. Un bien immobilier qui est bien situé, qui a été refait, 3-4 pièces, et qui est dans un quartier sympa, encore une fois, avec des écoles correctes, il va se vendre super bien. Il ne va pas baisser. Parce que vous aviez peut-être 40 acheteurs avant la crise et vous en aurez encore 20. Donc, de toute façon, ça se vend toujours en une semaine. Et c'est toujours une valeur refuge, Roland. C'est-à-dire, il y a l'or, il y a l'immobilier, surtout quand l'argent ne vaut rien, comme c'est le cas en ce moment. Oui, et la pierre, on peut compter sur la pierre. Et on sait qu'à long terme, ils ont raison, les gens, de penser ça. Et puis, quand on s'endette à encore une fois, les taux ont rebaissé en plus, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais les taux rebaissent là depuis juillet. Donc, on est sur des moyennes, on est quand même 1,10 sur 15 ans, 1,30 sur 20 ans, c'est ridicule. Donc, les gens qui aujourd'hui s'endettent s'enrichissent. En fait, ils font le pari d'un taux extrêmement bas, qui de toute façon va se financer un peu tout seul. Petite question, le télétravail qui est devenu très à la mode, est-ce que ça impacte sur le... Alors, ça va impacter, mais c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est une catégorie. C'est-à-dire que c'est les cadres sup, ceux qui ont les moyens de dire à leurs employeurs, je peux effectivement travailler très bien à distance, je suis très mobile, mais il y a plein de catégories qui
qui ne bouge pas. Mais ça va faire, je pense, émerger dans certaines villes moyennes, si elles sont malines et qu'elles jouent un peu des cartes, une vraie tendance, oui, parce qu'une ville comme Reims, par exemple... Apparemment, un rayon de 100 km autour de Paris, c'est l'heure de Paris. C'est-à-dire que vous avez Tours, vous avez Reims, vous avez Lille, Le Mans, Rennes, vous avez des maisons. Oui, mais ça ne changera pas structurellement les choses. Non, tout à fait. Non, c'est du confort de vie. C'est effectivement, on va le ressentir, mais encore une fois... Ça va être pour ceux qui peuvent se permettre de dire à leurs employeurs « j'ai envie de travailler ailleurs, est-ce que c'est possible, est-ce que ça peut se faire dans la boîte ?» Voilà. Et pour continuer à vous poser les questions que vous devez entendre 100 fois par jour, qui sont peut-être d'ailleurs plus de l'ordre de la rumeur ou de la légende urbaine, on dit qu'il y a eu une vague de séparation après la période de confinement. Est-ce que ça a eu un impact sur l'immobilier avec des gens qui, par définition, devaient trouver... De toute façon, quand on a effectivement, une des raisons de ces prix de l'immobilier qui montent dans des très grandes villes, c'est malheureusement des séparations. Parce que dès que vous vous séparez, c'est 2 logements au lieu d'un. Hein. Donc, et on sait que dans les très grandes villes, alors effectivement, ça fait un peu café commun ce que je veux dire, mais il y a plus de séparation que dans les petites villes moyennes. Moi, j'ai pas de données sur les stades de divorce, et je pense que c'est peut-être un peu trop tôt d'ailleurs, parce que c'est pour ça que je prenais des précautions en usage avant. Mais il y a aussi des couples qui ont très bien passé le confinement et qui se sont peut-être dit finalement c'est super. Donc, Mais en tout cas, les petites surfaces effectivement restent beaucoup plus demandées. Oui, parce que ça, c'est un investissement. Et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, ces petites surfaces aujourd'hui dans les grandes villes, elles vont être prises par des investisseurs plutôt aisés, qui sont déjà pour certains déjà propriétaires plusieurs fois, et plus peut-être par des primo-accédants ou des tout jeunes investisseurs. On parlait du rôle de l'État tout à l'heure. On rappelle qu'il y a un plan de relance qui va être annoncé à la fin du mois d'août. Alors on n'en connaît pas encore le détail, on sait simplement que c'est quand même 100 milliards d'euros. On sait que dans ces 100 milliards d'euros, il y aura d'ailleurs des aides au logement. Alors ce ne sera pas directement pour la construction, etc. Mais il y aura la relance écologique, donc parfois toutes les questions thermiques, etc., etc. Est-ce que... On sait qu'il y aura un petit peu d'industrie, mais il n'y a rien effectivement qui est fait à proprement parler pour l'immobilier, pour l'instant. A priori, on a beaucoup de rénovation énergétique, et tout ce qui tourne autour de la rénovation, ce qui est d'ailleurs très bien, parce que il y a beaucoup de logements anciens qui ont besoin d'être rénovés, et plutôt que de construire dans certains endroits du neuf, il vaut mieux rénover des choses qui méritent effectivement rénovation. Mais pour l'instant, encore une fois, je vous disais, il suffirait aujourd'hui qu'on libère un petit peu ces critères d'octroi que les banques appliquent et on reviendrait. Nous, on est en train d'étudier. On va avoir des stats très précises, à mon avis, fin août, début septembre, sur les gens qu'on a réellement financés, entre ceux qui ont demandé des financements en mai, juin, et ceux qu'on a réellement financés. Mais pour libérer ces conditions, la décision devrait être précise. C'est la Banque de France qui a donné. Mais la Banque de France, elle agira sur pression. La Banque de France, les banques avant. La Banque de France, elle agira sur pression de. De l'État, oui. De l'État, oui, bien sûr. On tire un peu la sonnette d'alarme depuis quelques mois. Et encore une fois, avant le Covid, on l'a vu arriver dès janvier-février, ce resserrement avec ces gens. D'autant qu'il y a par ailleurs un problème qui ne vous concerne pas, mais qui est aussi le problème de la location dans des villes comme Paris. Oui. Qui est aussi un grave problème, parce que ça aussi, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Non, pas du tout. Mais en même temps, plus vous baissez, plus les investisseurs ont intérêt à louer autre chose. Il y a tout un système au mairie de Paris qui est pas du tout, qui à mon avis ne va pas dans le bon sens pour que les biens se mettent en général, dans votre profession, on dit ça, oui. Mais bon, effectivement, quelle influence sur la location ou la répartition entre l'achat et la location? Vous avez toujours eu des gens qui achetaient pour louer, et tout le monde n'a pas envie de devenir propriétaire. Il y en a qui ont besoin de se loger et de louer parce qu'ils savent même pas s'ils ont envie de rester. Mais on peut pas non plus toujours taper sur les investisseurs. Je rappelle que tous les bailleurs privés ne sont pas des marchands de sommeil et que vous avez dedans des gens qui ont juste acheté pour un complément de retraite. Et c'est ça qu'aujourd'hui qu'on peut refuser à une génération, et c'est un peu dommage. On va bientôt arrêter de vous harceler de questions, je vous rassure. Mais comment vous faites pour anticiper ce qui risque de se passer à la rentrée, les grandes données macroéconomiques, puisqu'elles sont évidemment importantes dans votre secteur, le nombre par exemple de gens qui vont se retrouver sans emploi. Comment vous tentez
tenter d'agréger tous ces indicateurs? Pour le moment, on parle beaucoup effectivement des pertes d'emploi. Heureusement, pour l'instant, on est toujours un peu perfusé, donc on se rend pas trop compte. Nous, on a de la chance, c'est que comme on est un site de comparaison, qu'on a plutôt tendance à aider, les gens ont plutôt tendance à se retourner vers nous quand ils sont justement un peu plus en difficulté. Mais c'est très compliqué de faire des projections précises sur ce qui va se passer à la rentrée. Les banques maintiennent des taux bas. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce que dès que vous baissez des taux, vous faites rentrer des finançables mécaniquement. Pardon, quand vous dites elles maintiennent des taux bas aujourd'hui, mais sur la durée aussi, c'est-à-dire qu'à la rentrée, dans les mois prochains? Ah oui, aujourd'hui, de toute façon, il ne faut quand même pas oublier qu'elles-mêmes empruntent à des taux plus que bas, puisque la Banque centrale continue de leur donner... Elles n'ont pas resserré la vis Pas du tout. Elles n'ont pas resserré la vis sur les taux, mais elles ont resserré la vis sur les conditions. Les conditions, pas sur les taux. Donc en fait, sur le taux, on a un mouvement mondial et en tout cas européen. Ceux qui sont éligibles aujourd'hui empruntent à des taux extrêmement bas. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Alors, comment vous voyez les choses, justement, à la rentrée avec cette crise sociale qui paraît de toute façon inéluctable? Alors, Roland. Écoutez, moi, je suis de ceux qui pensent que on devrait pouvoir éviter la crise du siècle. Je crois que, encore une fois, j'y ai déjà insisté, on n'est pas comme dans un après-guerre. L'appareil productif est là, il s'est arrêté, mais il est là, prêt à fonctionner. Il redémarre d'ailleurs pas mal dès maintenant. Et les classes actives n'ont pas été touchées par la maladie. Donc elles sont là aussi prêtes à travailler. C'est le problème de l'arrêt et du chômage des nouveaux entrants. Et ça, c'est un problème d'argent. Et donc c'est un problème que seul l'État peut régler. Ça veut dire qu'il faut mettre la gomme. Ça veut dire que des mesures qui ont été envisagées comme ne devant durer que quelques mois vont durer plus de mois. Je vois déjà pour l'hôtellerie les chômage partiel notamment. Non seulement le chômage partiel, mais les garanties de l'État vont jusqu'à la fin décembre, alors qu'on avait prévu jusqu'à la rentrée. Je crois qu'il y a un grand nombre de secteurs pour lesquels c'est l'État qui va être celui qui va être le sauveur, parce que ça ne peut pas venir d'ailleurs. Donc il faut que ce soit à la fois une politique d'aide à la demande, aux consommateurs, aux chômeurs, et une politique sur l'offre pour permettre aux entreprises de redémarrer dans de meilleures conditions, et aussi sans doute d'assouplissement des actuelles règles sanitaires qui, je l'espère, ne seront plus valables très longtemps. Donc je crois que là, il y a un effort considérable à faire. Il se trouve qu'on est dans un pays qui a donné l'exemple en la matière, que quand même pendant toute la crise de la Covid, on a eu un État qui a fait le maximum, plus qu'aucun pays du monde. Et donc, on peut espérer qu'il prendra la mesure aussi de la suite et qu'il acceptera de continuer à dépenser nos sous pour nous permettre de nous en tirer. Et Roland est un incurable optimiste et optimiste. Moi, je voudrais bien le suivre. Là, il y a deux difficultés. C'est qu'il y a des secteurs qui vont être très, très violemment impactés. Oui, c'est pour ça qu'il faut les aider plus. Et l'hôtellerie, on pourrait les énumérer, ça ne servirait pas à grand-chose. Et puis, l'autre question aussi, c'est que l'État, mais les fonds de l'État, ils ne sont pas infinis. C'est-à-dire que, pour l'instant, oui, l'État a donné beaucoup. Ça va être compliqué. C'est-à-dire que l'idée que l'État, oui, l'État fait beaucoup. Quand beaucoup ont dit cette espèce d'État libéraliste, etc., c'est une ineptie absolue. On a vu à quel point l'État a fonctionné, et tant mieux. Et il continue à fonctionner, il va continuer à fonctionner encore un temps, mais c'est pas sans limite. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où les fonds de l'État, parce que l'État c'est nous aussi, et ce ne sera pas... L'État c'est nous, sauf que la dette qui avait été créée par cette crise est une dette qui est cantonnée, qui ne reviendra pas avant 2028 dans le pire des cas, et probablement bien plus tard, et peut-être jamais. Virginie, le mot de la fin. Moi, il me semble que ce qui sera déterminant, c'est la confiance. Et j'entends déjà beaucoup les différents membres de l'exécutif dire la confiance. Donc, soit les Français auront effectivement confiance dans une forme de reprise et se remettront eux-mêmes à consommer. Et là, ça enclenchera un mouvement. Soit ils freineront. Et là, l'État aura beau faire et dire. Ils ont plutôt commencé, Virginie. Ça mettra du temps. Ils ont plutôt commencé à reconsommer. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je crois vraiment qu'il y avait. Quelqu'un disait, si on dit que ça va bien, ça va aller bien. Si on dit que ça va mal, ça va aller très mal. Et c'est la méthode Coué. Ça va dépendre beaucoup de la situation sanitaire aussi. Ça va aussi dépendre de la situation sanitaire et du fait si on nous reconfine à nouveau et qu'on nous remet à nouveau une chape de plomb. C'est une menace qu'on agite. Mais oui, je pense que pour qu'on se calme un peu cet été. Et la psychologie est un facteur très important dans votre secteur. Merci infiniment de nous avoir rendu visite, Maëlle Bernier, et de nous avoir éclairé. Désolé d'ailleurs pour la salve de questions. On va finir le grand soir. On a appris beaucoup de choses grâce à vous. On a appris énormément de choses autour de
de ce Virginie va plateau. acheter, d'ailleurs. Je Virginie vais prendre s'apprête à rendez-vous avec acheter. vous dans la foulée. Voilà, on va finir sur un sujet qui est un petit peu plus grave, sérieux et inquiétant, en tout cas notamment pour les agriculteurs.